Super, on va pouvoir commencer. Bonjour Antoine. Bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire autour de la culture data. On va passer les 45 minutes à vous présenter un peu déjà ce qu'est la culture data, comment mesurer sa maturité, les actions à entreprendre par briques et quelques KPI aussi pour mesurer le ROI de votre démarche. Et avant de commencer, voilà, je voulais vous présenter Antoine. Donc Antoine, si tu peux te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas. Oui, donc bonjour à tous et merci d'être présent aujourd'hui. Donc, je m'appelle Antoine, vous l'aurez deviné. Je suis le directeur général de Limpida et ça va faire 7 ans que j'accompagne nos clients sur leurs projets data divers et variés. Parfait, merci beaucoup Antoine. Et moi-même, donc Marie de Vévrotte, directrice marketing et commerciale chez Limpida. Alors, avant de commencer, on aime bien parler de définition pour remettre un peu l'église au milieu du village. Donc, culture data, de quoi on parle, Antoine? Donc, dans un tout premier temps, on parle de quelque chose qui se veut être collectif, c'est-à-dire que ça concerne tout le monde et on peut également le voir comme l'ADN numérique d'une organisation. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Si on a des symptômes comme par exemple, on se retrouve en réunion et on passe une demi-heure sur qui a raison, quel montant est le chiffre d'affaires, il y a de bonnes chances qu'on ait tous raison, mais qu'on le regarde par des prismes différents. Par exemple, une collègue a compté la consolidation, une autre collègue ne l'a pas fait. Les deux ont raison. En revanche, ça veut dire également qu'on n'a pas de définition claire de ce que c'est le chiffre d'affaires. Et ça également, ça fait partie de la culture data, c'est-à-dire c'est un état d'esprit collectif qui nous permet en fait, ensemble et de la même manière, à comprendre, utiliser nos données dans le but de prendre des décisions et d'innover. Donc la vraie question à se poser n'est pas forcément est-ce que nous avons des données, parce que ça vous en avez tous, hein, vous en produisez tous les jours, que ce soit en envoyant des emails ou des SMS, que ce soit en créant des nouvelles opportunités dans votre CRM. La question c'est plutôt est-ce qu'on a aujourd'hui la culture pour les utiliser. Très bien. N'hésitez pas d'ailleurs, si jamais vous avez des remarques, j'ai oublié de vous le dire, à lever la main et vous avez une petite main juste en bas de l'écran. Voilà, on sera un plaisir de vous donner la parole, soit pendant la présentation, soit à la fin. Voilà, toute question est bienvenue. Alors, ensuite, on aime bien partir du principe que la culture data, elle repose sur 4 piliers que sont la gouvernance, les compétences, les pratiques et les usages métiers. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ces 4 piliers? Bien sûr, on commence donc la lecture de la pyramide par le bas, puisque si la base n'est pas solide, on va avoir du mal à construire les étages par-dessus. Et donc le premier point important est la gouvernance, qui se compose donc par les règles et process qui sont définis, mais également par une répartition des rôles. C'est-à-dire également que si on a par exemple un rapport qui porte sur les données financières, il nous faut également au moins une personne qui assume la responsabilité autour des données qui sont dedans. Donc, pas forcément assumer dans le sens de produire et de mettre à jour le rapport. Par contre, d'être à minima la personne à qui je peux m'adresser, qui va soit pouvoir m'aider ou alors me rediriger vers là où les bonnes personnes. C'est-à-dire, la gouvernance va nous permettre d'avoir un ensemble de règles claires qui vont servir de définition, comment c'est construit et qu'est-ce que ça veut dire, mais également une répartition des rôles et responsabilités qui nous permet à la fin, donc la combinaison de règles et de rôles donne un process, et en appliquant ce process, on devrait arriver de façon efficace à nos buts. En revanche, une fois qu'on a dit qu'on a besoin de personnes responsables et d'une répartition des différentes tâches, ça veut dire aussi qu'on doit être capable d'adresser et de réaliser ces différentes tâches. Donc, on a besoin de compétences. Ce qui veut dire, dans un tout premier temps, faire un inventaire de qu'est-ce qui existe, voir dans quelle mesure on est prêt ou alors on ne l'est peut-être pas. Et ça veut dire, le cas échéant également, qu'on doit commencer aussi à faire monter en compétence nos collègues. Sachant que là, on peut avoir globalement deux volets. Le volet vraiment technique qui va permettre de produire des rapports, faire des requêtes, d'interagir d'un point de vue technique avec la donnée. En revanche, on peut également avoir des compétences aussi en analyse visuelle, quelles sont les bonnes pratiques aussi, de façon à ce que les tableaux de bord que l'on produit soient facilement compréhensibles. Le troisième pilier, c'est la pratique. Et en termes d'exemple, je vais quitter le bureau pour aller à l'usine, puisqu'il y a un témoignage qui nous a été montré il y a entre-temps 2 ans, qui était assez parlant, où en fait, une société avait pendant très longtemps leur rituel donc, de production, j'ai envie de dire classique, hein, une tournée du matin s'arrête, celle de l'après-midi reprend, donc on a évidemment besoin de passer la connaissance en termes d'incidents, de problèmes, de choses bloquantes, ce qui a été très longtemps fait sur papier avec un petit peu d'Excel, enfin, de façon relativement peu rythmée.
Et ils ont remplacé ça par une application qui a été logée directement au poste opérateur, de façon à ce que chacun des opérateurs puisse renseigner les événements de la journée de façon structurée. Et donc, globalement, ils ont gagné déjà en temps sur la réunion, puisque là, c'était beaucoup plus structuré, c'était clair. Ça leur a permis également de créer un historique, c'est-à-dire le même incident qui revient à plusieurs reprises. Ça veut dire qu'on n'a peut-être pas encore trouvé la vraie cause racine. Donc, afin de résumer, les pratiques autour de la donnée sont importantes et en fait partie aussi les intégrer dans des rituels que vous avez de façon récurrente au sein de votre société, de façon à ce que cet usage soit un réflexe et non pas quelque chose d'optionnel ou qui arrive de temps en temps. Pour arriver à la fin, aux usages métiers, donc c'est évidemment étroitement lié également à la compétence, puisque si je n'ai pas la compétence de savoir qu'est-ce qu'il y a dans mes données, qu'est-ce que je peux en faire, j'aurai du mal également à en voir une valeur dans mes usages métiers. Mais donc, le but de cette partie-là du pilier, c'est à la fin de rendre le plus autonome possible vos collègues métiers dans l'exploitation des données. Donc, la première étape très souvent que l'on voit, c'est de dire on met en place une suite de reporting avec des rapports entre guillemets préfaits en centrale. Et à côté, par contre, on permet également aux collègues, par exemple, d'inverser les colonnes, de rajouter des dimensions d'analyse, ce qui est déjà un premier pas vers l'autonomisation dans les usages métiers. Mais le but à la fin, c'est justement de faire en sorte qu'on considère la donnée comme un produit, comme un outil, et que, par conséquent, on arrive à outiller l'organisation de façon à ce que chacun et chacune puisse en tirer profit au mieux. Très bien, je pense que c'est très complet. Merci beaucoup Antoine pour ces différents exemples et retours d'expérience. Et peut-être avant de passer à la partie action concrète à mettre en place, parler de maturité. Parce que j'imagine que dans le public là qui nous suit aujourd'hui, chacun a diverses maturités, donc pour aussi adapter la présentation. Donc, pour savoir déjà comment on fait cet état des lieux, donc je sais que tu avais posé quelques questions, si tu peux peut-être les commenter. Oui, donc la question sur ce voyage, c'est donc de savoir où est-ce qu'on va. Et ça encore, on arrive à le définir relativement simplement. Il est pourtant important également de savoir d'où est-ce qu'on part. Est-ce qu'on est très loin, un peu loin? Est-ce qu'on ne sait déjà pas où est-ce qu'on est? Et donc, on va regarder deux, trois questions en exemple. Comme la première serait, par exemple, quand est-ce que vous avez pris la dernière décision importante basée sur des données? Vous le voyez dans les trois réponses ABC, je ne m'en souviens pas. Ça veut évidemment dire que pour des raisons qu'on ignore, bah, l'accès à la donnée peut être compliqué. En tous les cas, ça fait suffisamment longtemps que vous n'êtes pas basé sur des données pour prendre une décision. Ça laisse déjà sous-entendre qu'aujourd'hui, d'un point de vue culturel, vous n'êtes pas encore dans une situation où les données font partie intégrale de votre pilotage de la société. Si on regarde par exemple le temps qu'il a fallu pour corriger une erreur dans les données, donc la question en bas à gauche, vous avez à nouveau la dernière réponse un peu entre guillemets caricaturale. On ne sait pas ou alors c'est faux depuis et on fait le calcul mental pour corriger au moment où on en a besoin. À nouveau, ça laisse sous-entendre que donc ce premier pilier de la pyramide n'est pas encore correctement en place, puisque visiblement il n'y a pas de process qui permet d'adresser de façon structurée quand on rencontre des erreurs. Donc, ça ne veut pas dire non plus que grâce au process, on n'a plus jamais d'erreur. En revanche, c'est plutôt de dire, au lieu d'éviter les erreurs, quand ça nous arrive, qu'est-ce qu'on a en place, quelles sont les actions à mener, un peu dans le même esprit qu'un plan de continuation d'activité, qui évidemment est plus stratégique encore que ça. Mais l'idée, c'est la même, c'est de dire, on ne va pas essayer d'éviter le problème, on va plutôt accepter qu'il va se poser. Et quand il se pose, comment est-ce qu'on réagit? Et les autres questions vont dans le même sens, où le but, c'est justement de savoir, en fait, quel degré de maturité vous avez dans les règles, dans les process, dans les rôles et responsabilités, de façon à déjà savoir est-ce qu'on doit commencer au tout début et déjà définir ensemble quel est le terrain de jeu qu'on regarde, quelles sont les règles qu'on peut en déduire et donc fondre le tout dans un process, ou est-ce qu'aujourd'hui, en réalité, vous avez déjà beaucoup de process qui sont en route et qui fonctionnent, mais qui sont peut-être simplement pas documentés, ce qui peut également être l'un des sujets. Donc, tout ça pour dire, ça vous donne quelques indications sur comment vous positionner en termes de maturité. Après, évidemment, c'est toujours sujet à discussion et à exploration, puisque malheureusement, on ne peut pas juste mettre un thermomètre qui nous donne une couleur pour savoir où est-ce que vous en êtes. Exactement, merci Antoine. D'ailleurs, à ce sujet, j'en profite, petite parenthèse, mais on a une grille de maturité sur notre site qui est plus complète aussi pour vous aider dans la définition de cette maturité. Et d'ailleurs, donc, pour finaliser le propos sur la maturité, peut-être nous parler de cette grille avec ces 6 niveaux. Tout à fait. Donc, on va regarder les 6 niveaux qui vont globalement de ignorant jusqu'à data-driven. Donc, vous aurez compris, hein, quand je suis ignorant, ça veut dire que quelque part, la donnée existe, mais je ne m'en préoccupe pas plus que ça. Et l'un des symptômes qu'on voit de façon la plus courante,
c'est que même des indicateurs vraiment basiques, comme par exemple le chiffre d'affaires, sont difficiles à obtenir pour plein de raisons, peu importe la raison, mais en tout cas, on est dans une situation où de toute manière les données existent, ça on ne peut pas l'empêcher. Par contre, on n'en est pas forcément conscient, on s'en sert pas. Quand on passe dans les niveaux conscience structurés, ça veut dire déjà que on a une première intuition, on se dit il faudrait peut-être qu'on utilise les données un peu plus. On commence à avoir des indicateurs qui seraient évoqués. Par contre, on en revient à la partie de gouvernance. Ça va peut-être se jouer dans un département, pas tous. Ils ont peut-être pas tous la même définition. Et donc, ça finit très souvent par des actions très hétérogènes, chacun dans son coin. On ne consolide pas. Le risque étant évidemment qu'on fait deux fois la même chose avec des noms différents. Ou encore pire, on fait deux fois la même chose avec des résultats différents et on perd du temps à vouloir les comprendre, les réconcilier. Quand on avance un peu, on va rapidement commencer à structurer et à diffuser. Donc là, on va faire une combinaison des deux étapes, où donc structurer, ce serait de dire, il y a un département qui dit, on prend le ownership d'un indicateur, par exemple, les financiers vont dire, le chiffre d'affaires, c'est nous qui le produisons, on met à disposition pour tout le monde. Donc là, déjà, c'est un premier step envers une vraie gouvernance, puisque ça veut déjà dire, il y a un seul endroit où je peux trouver le chiffre d'affaires, et je sais à qui m'adresser, c'est le département finance. Quand on va continuer son voyage dans cette direction-là, on va rapidement avoir des situations où donc il n'y a plus que les financiers qui regardent, mais plusieurs départements qui utilisent ce même rapport. Et par la même occasion, en fait, les équipes métiers vont suivre et peut-être demander, mais oui, pour mon usage, est-ce qu'on peut rajouter encore un axe d'analyse? Et donc là, on Mhm. rentre dans une situation justement de diffusion et d'adaptation, puisque évidemment, le one size fits all, aujourd'hui on le sait, ça ne fonctionne que dans une certaine limite pour à la fin arriver justement à étendre et optimiser. Ou donc là, c'est justement de faire en sorte que la donnée rentre dans le process de prise de décision, elle est facilement accessible, elle est correctement gouvernée et on a confiance pour l'utiliser, puisqu'il y a aussi le sujet de si j'ai fait deux rapports PowerPoint pour me faire dire que mes chiffres sont faux, le troisième, je vais peut-être le calculer moi-même plutôt que de me baser sur le reporting disponible pour arriver au dernier niveau, où donc là, finalement, data-driven, dans un monde bel et parfait, tout le monde, de la direction jusqu'aux équipes opérationnelles, utilise les données dans le but de prendre des décisions. Chacun, à son niveau et dans son rôle, peut facilement accéder à ce dont il a besoin, ce qui, en théorie, devrait accélérer la prise de décision, mais aussi la fiabilité, puisque au moins on se base en grande partie, pas exclusivement, sur des faits réels et factuels qui sont tangibles, plutôt que de se baser sur des intuitions. Maintenant, ces 6 niveaux sont une orientation. Évidemment qu'il ne sera pas simple de ranger chacune des sociétés dans une case. Vous pouvez être entre deux. Il y a peut-être des choses qui se mélangent. Mais l'essentiel, je pense, à retenir de ces 6 niveaux, c'est de se dire, plus on avance, plus on doit essayer de répéter la même chose à tous les endroits, ce qui peut sembler simple, mais ce qui permet notamment de bien bâtir ce premier niveau de la pyramide qui est la gouvernance. Et une fois que ce premier niveau est bien en place, le reste deviendra beaucoup plus simple. Merci beaucoup, Antoine. N'hésitez pas à réagir hein, si vous le souhaitez, on est là. Ok, et maintenant, donc, quels sont les leviers par brique autour de la culture data? Et on va commencer par la première brique hein, qui est sensibiliser et acculturer. Donc, quelles sont actions, KPI et livrables à mettre en place? Oui, donc sur la partie sensibilisation, acculturation, dans les actions, on peut faire notamment des ateliers, donc par exemple la fresque de la data, mais j'ai envie de dire tous les moyens sont bons dans le but d'induire une prise de conscience et un travail avec les différents concepts, parce que très souvent, dans la sensibilisation, déjà, on commence par se rendre compte que même si j'en ai pas l'impression, je manipule des données à longueur de journée. Donc il n'y a pas que les data engineers qui font ça, finalement tout le monde le fait. Dans les KPI, on peut regarder, donc évidemment, si on met en place des ateliers, le taux de participation. Ça, c'est toujours très intéressant puisque on ne va pas forcer nos collègues à y participer, sinon ça fausserait le suivi. En revanche, si on arrive à avoir des ateliers bien remplis, ça veut dire également que c'est intéressant, ça répond à quelque chose et nos collaborateurs sont mobilisés, motivés. On peut également mesurer l'effort qui est mis dedans, donc à travers le nombre de communications diffusées, par exemple. Donc là, on peut bien sûr, si on a accès, regarder également le taux d'ouverture, mais là, on est plus sur le côté combien est-ce que je fais de façon à y arriver vis-à-vis du taux de participation, combien est reçu de l'autre côté. Puisque idéalement, si on a un match parfait entre les deux, on peut dire qu'on utilise nos ressources à bon escient. Et dans les livrables, on peut avoir par exemple un kit de sensibilisation ou encore de onboarding, c'est-à-dire aussi faire rentrer l'enjeu des données dès le premier jour dans le parcours employé, pour pourquoi pas aussi l'accompagner d'un planning annuel d'événements data. Plus tôt c'est prévu dans le calendrier, plus on a de chances que nos collègues puissent se mobiliser
et être disponible. Très clair, merci beaucoup Antoine. Et après, on a une autre brique qui est toute la partie formation et accompagnement qui va aussi se jouer, je pense, avec la partie direction des ressources humaines. Tout à fait. Donc, on a parlé tout à l'heure du volet des compétences qui est évidemment important. Et donc, dans les actions concrètes, eh bien, on a la montée en compétences, mais qui doit se traduire par aussi des parcours adaptés. Donc, je prends l'exemple extrême. On va peut-être pas non plus aux data engineers qui font ça depuis des années, leur faire suivre une formation Python de débutants. Tout comme à l'inverse, on va peut-être pas prendre nos contrôleurs de gestion et les envoyer en apprentissage machine learning. Vous l'aurez compris, l'essentiel, ce serait de trouver quelque chose qui s'adapte aux différentes parties de notre public. On peut également créer, ce qui marche plutôt très bien, une communauté interne autour des données, de façon aussi à simplement créer un échange, aussi dans le but de se dire, aujourd'hui j'ai un problème, je pose une question, quelqu'un me répond, me dépanne, et ben demain, quelqu'un d'autre a la même question. Si c'est dans le forum, il y a de bonnes chances qu'il suffit de renvoyer sur la réponse déjà donnée, d'avancer ensemble, et donc aussi de créer du lien entre les équipes qui ne se ferait pas nécessairement par le travail en lui-même, mais grâce au sujet partagé de la donnée, peut se créer pour, dans les KPI, bah, suivre également le nombre de collaborateurs. Donc, par niveau, ça peut être pour les populations techniques des certifications, je pense à Microsoft, où là, il y en a dans tous les sens. Ça peut être également des formations certifiantes en interne pour bien s'adapter à vos process. Mais tout comme on peut aussi suivre, par exemple, le nombre de data champions actifs, puisqu'il y a toujours nommer quelqu'un, et après, il y a aussi l'activité de la personne. Donc, plus ça prend et plus vous aurez de personnes qui sont réellement actives, plus ça laisse croire que votre programme de formation porte ses fruits. Et en termes de livrables, idéalement, si vous arrivez à avoir un catalogue de formation avec, pourquoi pas, du module e-learning de disponible, ça guidera tout le monde, ça aidera tout le monde. Mais pareil, vous pouvez également imaginer des guides pratiques sur les différents outils divers et variés, à nouveau dans le but aussi d'avoir quelque chose dans la main de concret qui puisse me faire avancer. Pourquoi? Très souvent, les projets data restent très concrets à un niveau très peu concret à un niveau très élevé. À partir du moment où on arrive à donner quelque chose qui me permet d'avancer, je suis davantage engagé puisque je comprends à quoi ça sert et ça me permet notamment de mieux faire mon travail. Oui, merci Antoine. Et je rajouterais peut-être, c'est pas que faut pas se rapprocher seulement de la DRH, mais aussi de la direction marketing qui peut vous aider à brander un peu ce programme d'acculturation data pour en faire un vrai produit avec un logo, etc. Et ça embarquera encore plus vos collaborateurs. Mm. Et après, donc, il y a toute cette brique de faciliter l'accès aux données. Tout à fait. Donc, on en a parlé brièvement tout à l'heure, hein. On a aujourd'hui encore, pour des raisons historiques dans beaucoup de sociétés, la situation où on a une ou deux personnes qui sont les seules à être capables, et techniquement et en termes d'accès matériel, de pouvoir sortir des extractions. Donc, alors, ça peut être valorisant pour ces personnes de se dire, à tout process, je suis au milieu, c'est moi qui fournis tout. L'inconvénient est assez visible. Si cette personne se pète une jambe, eh bien, on est coincé. Donc, le but, ce serait de dire, en fait, on essaye de partir du défaut qui est aujourd'hui, on ne partage rien, sauf de dire, on partage tout, sauf. Et donc, on a plusieurs moyens de faire ça de façon matérielle. Donc, on peut déjà commencer par mettre en place des outils de visualisation. Ça, c'est la première étape, entre guillemets, la plus simple à faire, parce que là, on garde une maîtrise assez grande sur qui a accès à quoi. Si on veut aller plus loin, on a aussi bah, le choix de créer un catalogue ou un hub data unique où là, au lieu d'avoir déjà un rapport qui est tout fait, je peux dire je veux m'abandonner à l'objet donné qui traite des données financières et après, je le traite avec des outils qui me sont mis à disposition. Le message étant ici, en fait, la donnée est un outil, tout comme on a besoin de Outlook, Teams, peu importe, un moyen, un outil de communication, on a également besoin de cet outil. Et donc, le but, c'est de le partager et de faciliter l'accès, tout en gardant, bien entendu, une gouvernance claire et un accès restreint là où c'est nécessaire. Mais je pense que vous avez compris le principe, c'est d'outiller tout le monde, tout en maîtrisant qui fait quoi. Dans les KPI, eh bien, on peut essayer de mesurer, par exemple, le temps moyen pour un indicateur clé. Donc ça va être quelque chose qui est durement quantifiable, mais en tous les cas, vous allez très vite avoir un ressenti entre je prépare ma réunion, ça me prend 2 heures, ou alors maintenant que c'est bien automatisé, c'est fait en quelques instants pour le volet chiffres. Et dans les livrables, eh bien, si on retrouve un portail, un data hub centralisé, le livrable est là. On peut l'accompagner, pourquoi pas aussi d'un catalogue de données, de façon à ce qu'on s'y retrouve plus facilement. Et à la fin, on va retrouver également des rapports d'usage des processus, de façon bah, à ce que notre partage, ce projet de partage, se fasse dans les meilleures conditions possibles. Mm, mm.
Très bien, merci beaucoup Antoine. Avant-dernier point, donc développer la confiance dans la donnée. Comment ça se fait en pratique? Alors, comment ça se fait déjà? Pourquoi est-ce qu'on a besoin de développer la confiance dans la donnée? Ça, c'est peut-être aussi une question intéressante. Très souvent, et ça vient justement pour plein de raisons historiques, on a régulièrement des sociétés qui nous disent oui, mais en réalité, je ne suis jamais certain des chiffres que j'utilise, donc je passe du temps à recalculer, remettre ensemble, reconcilier. C'est dommage. Et donc, on a besoin notamment de faire en sorte que nos utilisateurs et utilisatrices regagnent la confiance et soient à l'aise à se baser sur un reporting automatisé. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire de façon concrète? Déjà, dans l'enchaînement des étapes de traitement, on peut mettre en place des contrôles automatiques pour être sûr que déjà en termes de fraîcheur, on est bon. Des contrôles faciles comme des doublons ne sont pas très compliqués à mettre en place. Si on veut aller plus loin, on pourrait même se dire, bah, admettons que j'ai un cas d'usage avec une allocation de frais indirects, la somme de tout au début et à la fin doit être la même. Donc tout ça pour dire, on peut déjà mettre en place une surveillance dans la mesure du raisonnable. On peut accompagner ça aussi par la nomination de responsables de la donnée qui vont justement pouvoir répondre aux questions. Quelle est la différence? Avant, j'avais un doute, donc je refais moi-même et je me rends compte que bah, finalement c'est bon, donc j'ai perdu du temps. En revanche, si j'ai quelqu'un qui connaît profondément la manière dont cette donnée est construite, je peux poser mes questions et ça va me remettre en confiance également vis-à-vis de mes questions, mais aussi vis-à-vis du fait qu'il y a une erreur dedans, je sais à qui demander. C'est évidemment beaucoup plus rassurant que de devoir se dire, bon, bah, quand il y a une erreur, j'envoie un mail, je ne sais pas où il tombe, qu'est-ce qui va se passer? Mm, mm, mm. Dans les KPI à suivre, on peut regarder bah, le taux d'erreur tout simplement, donc ça va avec le contrôle automatique, hein. Idéalement, la mise en place de contrôle automatique devrait dans un premier temps faire monter le nombre d'erreurs, puis le faire baisser. Monter puisque bah, on a une surveillance qu'on n'avait pas avant. On peut également faire des sondages pour avoir un score de confiance. Donc après, le score avec sa valeur absolue, il vaut ce qu'il vaut. Ce qui sera intéressant, ce sera l'évolution dans le temps. Donc de le faire par exemple une fois par trimestre, une fois tous les 6 mois, un rythme qui accompagne également vos projets data. Là, il faut être un peu vigilant, hein. Si vous n'avez rien fait, refaire un sondage, ça ne va pas nécessairement avoir un grand intérêt ni un grand impact sur les résultats. Et en termes de livrables, bah, idéalement, on a un registre des responsables, donc un espèce de trombinoscope, par exemple, qui me permet de savoir rapidement si j'ai une erreur à tel endroit, à qui je peux m'adresser. Tout comme on pourrait aussi mettre en place des rapports sur la qualité des données de cette façon, bah, le matin, je me connecte et j'ai l'impression que mon rapport est faux. Je vais voir le rapport qualité. S'il y a effectivement un warning, eh ben, je sais qu'il faut peut-être attendre une correction. Si tout est ouvert, en toute théorie, je dois pouvoir m'en servir. Mhm. Très bien, merci Antoine. Et après, bah, une culture, ça se nourrit d'exemples, hein. Donc, comment on valorise et on reconnaît les différences d'usage de Voilà. la... Afin de bien ancrer également votre culture et de la partager surtout, valoriser les usages, c'est très important. Donc, dès que vous avez des projets réussis, partagez-le. Alors, ça met en valeur l'équipe qui l'a réalisé, ça met en valeur également l'approche en tant que telle, et ça permet globalement également à tout le monde de se dire, mais en fait, ce qu'ils ont fait là, c'est une très bonne idée. Si je l'adapte légèrement, pardon, à mon environnement, ça peut me servir également. Donc, vous avez un vrai catalyseur aussi de nouvelles bonnes idées en dehors de l'ancrage de la culture. Pourquoi pas aussi récompenser les meilleures initiatives? Donc, si vous en avez les moyens aussi en termes d'organisation, c'est évidemment un outil très puissant. Où là, bah, si vous lancez un concours pour la meilleure solution, vous allez davantage faire travailler vos collègues. Donc, ça peut représenter un grand intérêt pour après être suivi, notamment bah, à travers le nombre d'initiatives, par exemple. Donc, tout simplement, si vous arrivez à augmenter ce nombre d'initiatives qui ont du sens tous les ans, vous allez voir que le voyage va dans la bonne direction et que ça devient quelque part normal de se dire, OK, j'ai une idée, je rentre dans le processus cadré, on trouve un budget, un temps et on y va, plus que chacun développe un peu sous le capot dans son coin. Vous allez pouvoir mesurer également la participation au concours, parce que avoir un concours, c'est très bien. Si personne ne participe, eh ben, c'est dommage. Tout comme si vous mettez en place un recueil centralisé des nouveaux cas d'usage, et ben là, pareil, le volume de demandes entrantes qualifiées, attention, ce n'est pas la liste au Père Noël, vous permettra également de voir si les actions mises en place portent leurs fruits, c'est-à-dire que vous retrouvez une organisation qui est volontaire et capable d'exprimer correctement leurs besoins en termes d'usage data pour retrouver en livrable bah, idéalement une newsletter interne. Donc le rythme après, à vous de voir, ça peut être hebdomadaire, ça peut être mensuel, ça peut être moins souvent si vous n'avez pas suffisamment de nouvelles entre guillemets à annoncer, ce qui peut être parfaitement normal.
Vous pouvez travailler aussi avec justement les prix au label interne de reconnaissance. On l'a vu là, il n'y a pas longtemps, chez un client, ils en ont carrément fait un cadre sur Microsoft Teams. Donc ça aussi, ça permet au sein d'une grande organisation de s'afficher fièrement pour avoir gagné ce concours. Tout comme après, il y a tous les outils de communication à votre disposition qui peuvent être des affiches, des slides, relativement peu importe. Ce sera adapté aussi au mode de travail de votre organisation. Évidemment, si vous êtes en full remote, les affiches, ça perd un peu de son sens. Ouais, merci beaucoup, Antoine. Et donc, quelles sont les erreurs fréquentes à éviter? Parce que Antoine, c'est notre référent animateur de la FREC, donc il a vu pas mal de cas autour de cette acculturation data. Si tu peux nous faire part de ton retour d'expérience. Oui, donc quelques points que j'ai pu voir les années passées qui sont sans doute pas exhaustifs. Mais le premier qui fait souvent défaut, c'est de penser qu'il s'agit d'une affaire d'experts. Donc, évidemment qu'il existe des experts du sujet, hein, ça c'est sûr et certain. En revanche, la donnée concerne tout le monde. Donc, même si votre direction informatique aura sans doute un volume de travail supérieur au vôtre sur le sujet, ça veut dire quand même que toute personne qui fait partie de l'organisation interagit avec les données et donc, de fait, se doit aussi d'être partie intégrale de ce dispositif de culture. Deuxième point sont les outils. Très souvent, on entend, oui, bah, c'est facile, on va mettre un rapport de BI et puis ça réglera le problème. Alors oui, c'est quelque chose qui évidemment va avoir un effet et qui va pouvoir aider. En revanche, si on n'accompagne pas le changement et qu'on n'arrive pas à changer aussi les pratiques, on aura un magnifique rapport qui aura coûté cher et que personne n'utilise. Donc tout ça pour dire, il ne s'agit pas juste d'outiller. À la fin, la réussite, c'est une combinaison de process hommes et femmes et d'outils. Donc si on oublie les process, les hommes et les femmes, et ben là, du coup, l'outil tout seul, il ne fera pas de miracle. Ce que l'on voit aussi de temps en temps, c'est que la data ne fait pas partie de la stratégie business. Alors, il y a des business qui s'y prêtent plus que d'autres, hein. Je pense par exemple à Spotify, Netflix, là c'est assez évident. Ils traitent des kilotonnes de données tous les jours et c'est même ce qu'ils vendent, tout compte fait. Musique, vidéo, peu importe. Mine de rien, la donnée aujourd'hui doit faire partie de votre stratégie business parce que c'est quelque chose qui vous permet de tirer de la valeur, de gagner à minima en efficacité, mais surtout vos concurrents le font. Donc, pensez bien aussi à inscrire la donnée dans votre stratégie business de façon à ne pas oublier ça dans vos transformations que vous faites sur d'autres sujets. On a encore la qualité. Bon, là, on va pouvoir passer assez rapidement, hein. J'entends très souvent, j'ai envie de faire de l'intelligence artificielle. Tant que vos données ne sont pas parfaites, c'est même pas la peine d'y réfléchir. Il y a une règle toute simple, sheet in, sheet out. Si j'entraîne mon modèle sur des données erronées, eh ben, il va forcément me donner aussi des résultats erronés. Donc, la qualité des données, ce n'est pas quelque chose qu'on peut traiter après ou à côté ou en même temps. C'est un prérequis de façon à pouvoir aller plus loin de façon sereine. Donc, je repense à la pyramide. La qualité fait évidemment partie du fondement. Essayez de construire une maison sans rez-de-chaussée, vous verrez, ça fonctionne très bien. Le leadership, donc, on a besoin que le top management nous aide, d'un côté parce qu'il y a de la bourse, et ce genre de projets, malheureusement, ont un certain coût, pas forcément gigantesque, mais en tous les cas, à zéro dépense, on ne va pas y arriver, mais également pour montrer l'exemple. C'est-à-dire aussi que, qu'on a déjà pu voir chez des clients, ce sont par exemple des mini-vidéos où la directrice ou le directeur général prend une vidéo pour expliquer, bah, aujourd'hui, j'ai fait ma réunion, regardez, depuis le portable, j'ai utilisé tel rapport, tel rapport. Beaucoup plus facile que de préparer des slides pendant des heures. Un exemple, il est important en tous les cas que la direction, d'un côté, soutienne la démarche, mais également montre l'exemple, puisque, et ça c'est parfaitement normal, si mon chef ne s'en sert pas, pourquoi est-ce que je m'en mettrais? C'est une réaction qu'on peut avoir. Et pareil, chercher la perfection avant d'agir, c'est un sujet qui dure, c'est un sujet qui se travaille sur le long terme. En revanche, attendre que toutes les étoiles soient alignées pour commencer, c'est toujours quelque chose qui représente un risque qui vous fera perdre du temps. Note importante, et ça c'est le cas depuis quelques années avec aussi l'apparition des outils cloud, en fait le ticket financier en termes d'investissement au départ n'est plus le même, puisque on n'a plus besoin d'acheter une infrastructure chère qui sera de la taille de la cible finale. On peut la faire croître au fur et à mesure qu'on avance pour que le cloud soit une option. Donc là aussi, en termes même d'architecture tangible, on n'a plus besoin d'attendre que tout soit en place pour commencer. On peut se lancer même dès demain si vous sentez un besoin, de façon à justement avancer autour des contraintes qui se posent à vous. Puisque de toute manière, aucune contrainte généralement se lève juste en attendant qu'elle s'en aille, malheureusement. Merci Antoine. Et du coup, par rapport au ROI de la démarche, comment on peut le démontrer?
Donc, comme tout retour sur investissement, on va dans un premier temps avoir besoin de cadrer ce qu'on cherche à faire. Donc, est-ce qu'on est sur un projet qui vise à faire un gain de temps? Est-ce qu'on est sur un projet qui vise à gagner des nouveaux clients? Est-ce qu'on veut réduire des erreurs? Relativement peu importe, on a besoin de cadrer l'objectif. Donc, si on prend la culture data dans son ensemble, on pourrait très bien dire aujourd'hui, par exemple, notre marketing n'est absolument pas automatisé. On a envie de renforcer notre culture data dans le but de. Ce sera un exemple. Ça pourrait être également en production, on a pas mal de taux de rebut. On a envie de faire analyser les pièces finies par un moteur d'intelligence artificielle pour réduire ce taux de rebut et, entre guillemets, gagner en efficacité. Deuxième étape, ce sera de lister les coûts. Là, il faudra être vigilant de ne rien oublier, puisqu'on a les coûts directs qui sont évidents, les formations, les licences, un accompagnement potentiellement externe. Par contre, si vous demandez à quelqu'un de dédier la moitié de son temps sur un projet data, ça représente un coût également, puisque pendant ce temps-là, la personne ne remplira pas ses obligations, entre guillemets, habituelles. À côté des objectifs, on doit également définir les bénéfices attendus. Donc, ça peut être du quanti ou du qualitatif, relativement peu importe, mais en tout cas, on doit avoir une idée de ce qu'on veut. Et par la même occasion, eh ben, on va définir les KPI de suivi, sachant que, idéalement, entre le début et la fin du projet, les KPI ne devraient pas changer. Pourquoi? Parce qu'on mène le projet en fonction des KPI, des objectifs qu'on s'est donnés. Si on les adapte en cours de route, ça peut aussi donner quelque chose où à la fin, on est hors sujet, et donc une mauvaise mesure, entre guillemets, d'un manque de performance. Il est bien sûr important de mesurer l'avant et l'après, donc ça revient aussi à la mesure de la maturité, puisque si on n'a pas de point de départ, il sera très dur de dire est-ce qu'on a évolué dans le bon sens ou pas. Et là où on peut, on va également essayer de traduire les gains en valeur financière. Donc si on est sur du temps gagné, par exemple, là, ça peut se traduire en valeur financière puisque je connais le coût horaire au moins approximatif de mes collègues. En revanche, si on dit on a un objectif qualitatif qui est de dire l'organisation est mieux formée vis-à-vis des données, ça, on aura du mal à le traduire en valeur financière, si ce n'est que une conséquence, c'est un gain de temps qu'on pourra à nouveau essayer de quantifier. Dernier point, illustrer toujours avec des cas concrets. Donc ça, c'est en amont et en aval du projet, puisqu'en amont, si vous arrivez à dire j'estime le gain financier à X 1000 euros, vous aurez beaucoup plus facilement un budget par votre sponsor que si vous arrivez en disant alors je pense que c'est une bonne idée, par contre je ne sais pas dire ce que ça nous apporte. Je caricature, mais je pense que vous voyez la différence entre les deux. Et après le projet, même pour communiquer dessus, évidemment, si vous voulez le partager sous forme de success story et que vous pourrez dire à la fin on a mobilisé X ressources pour obtenir Y en gain, ça se communique facilement et ça devient tangible pour tout le monde. Très bien, merci beaucoup Antoine pour tous tes conseils. Rapidement, à propos de l'Impedia Consulting, avant de passer aux questions-réponses, donc on a plusieurs offres autour de l'intelligence de la donnée, à commencer par des audits et diagnostics, à la fois quantitatifs et qualitatifs. On va avoir des audits de qualité de données notamment. On vous aide également dans la définition et le déploiement de roadmap data à travers des ateliers, notamment des ateliers d'identification des cas d'usage. On vous aide aussi dans l'aide au choix d'outils et l'implémentation avec ce concept de Modern Data Stack qu'on sera ravis d'aborder avec vous parce que c'est un concept un peu novateur. Une partie sur l'automatisation des processus et enfin toute une partie sur la formation et la sensibilisation avec notamment cette fresque de la data. Et on a plusieurs ressources aussi qu'on sort une fois par mois. On vous laisse aller voir. Prochainement, on va avoir un glossaire data qui va sortir avec une centaine de définitions sur les termes les plus répandus autour de la donnée. Et maintenant, je vous propose de vous donner la parole. Donc, n'hésitez pas à lever la main afin qu'on puisse répondre à vos questions. Et si vous préférez poser vos questions plutôt par mail après, il n'y a pas de problème, on sera là aussi pour répondre. Et pour les questions également, si jamais le vocal ne marchait pas ou vous ne voulez pas, sachez qu'il existe le chat. Ah, on a une question. Je te laisse laisser participer. Bonjour Amina.
Alors, votre micro est coupé. Je ne sais pas si... Ah, c'est bon. Oui, bonjour. Ville de Clermont-Ferrand, vous n'avez pas trop abordé la question des outils. Dois-je en déduire que c'est vraiment secondaire? Donc, la question des outils, c'est-à-dire quels outils utiliser, c'est ça? Un entrepôt de données, des connecteurs, Alors, ça des fait partie, visualisations, etc., etc. alors, ça fait partie du sujet, bien entendu. Par contre, si on parle de culture, oui, là, c'est carrément secondaire dans la mesure où, en fait, vous parliez d'entrepôt de données, bah, je pense qu'il y a de bonnes chances que ça fasse sens de l'utiliser dans votre organisation. En revanche, pour la culture dans l'absolu, que ce soit via un entrepôt, via un lake, peu importe, dans un premier temps, ce qui sera important de faire en sorte que manipuler des données devienne un usage normal. Et après, comment est-ce qu'on y arrive? Ça, j'ai envie de dire, c'est une question qui se pose dans un second temps. On pourrait le voir aussi comme la mise en place d'une culture, c'est qu'est-ce qu'on veut faire, quel est l'objectif. Et après, l'outillage, c'est comment est-ce qu'on y arrive. Est-ce que j'ai répondu à votre question, Amina? Oui, très bien, merci. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Bon, si Antoine a été très clair, ce que je vous propose, c'est qu'on s'arrête là. On vous enverra bien évidemment le replay du webinaire avec le support PDF également. On reste disponible aussi par mail. Vous pouvez me répondre à l'email que je vous enverrai. Voilà, il n'y a pas de problème. Si vous voulez un échange supplémentaire, ça sera avec plaisir. Et sur ce, on vous souhaite une très bonne journée et de très bons projets data, un beau programme de culture data à mettre en place. Au revoir. Merci à tous. Très bonne journée. Au revoir. Tac.